Voilà, alors, moi aussi je tousse déjà. Et mon intervention commence. D'abord, je vais commencer par la position basse dont parlait Madame Delucci à l'instant. Mon titre est un peu prétentieux. Approche plurielle, balayer en 3/4 d'heure les approches du psychotraumatisme, c'est d'une prétention sans nom. Alors, je vais d'abord les limiter. On ne va pas trop parler de ce dont il a été question ce matin, ni les médicaments, ni les approches modernes avec des courants électriques ou infrarouges, etc. Je parlerai essentiellement des approches psychothérapiques, et dans les approches psychothérapiques, celles dont je me sens un peu plus expert que dans d'autres. Voilà, le sujet étant réduit, je vais pouvoir commencer. Voilà. Alors, une petite provoque. Il y a notre ami qu'on aime bien, le docteur Dominique Méglé, il dit « Il n'y a pas de trauma complexe, il n'y a que des thérapeutes complexes ». Et bien sûr, c'est une boutade, mais en même temps, de temps en temps, ça nous fait du bien de pas trop nous compliquer la vie, parce que des fois, on fait trop là-dessus. Je voudrais aussi qu'on différencie complexe et grave. Parce que ce matin, on disait simplexe. Alors simplexe, hop, non, un trauma simple, il peut être grave. La gravité, je l'ai mis là, ça correspond surtout à la soudaineté, à la brutalité de l'effraction. De dire à quelqu'un qui a vécu un attentat unique, qui était tout à fait... qui n'avait aucun trouble de l'attachement, qui était très bien dans sa vie, etc., et qui était au Bataclan, qu'il a fait un trauma simple, ça peut être un peu violent pour lui. Non, c'est un trauma grave et qui va avoir des conséquences. La complexité, ça s'intègre la plupart du temps dans une histoire, comme le soulignait Madame Bellucci à l'instant, une histoire qui est faite très souvent de troubles de l'attachement, de carences affectives, etc. Alors, quelques éléments de définition, je vais aller très très vite parce qu'il en était question un peu ce matin. Le trauma simple, le souvenir, on va dire, il est stocké de manière dysfonctionnelle. Et ça apparaît la plupart du temps sous la forme de réviviscence. Donc on a une déformation des événements, des stimuli actuels qui sont toujours présents, avec une peur de danger, des réactions de sursaut, etc. Bon, c'est assez classique. Et une certaine appréhension du futur. Bref, un trauma, ça déstabilise. Quand je vous parlais d'un attentat du Bataclan, j'en ai vu 3 personnes de cet attentat. Je peux vous dire qu'ils étaient vraiment déstabilisés et avec une perte de confiance dans la sécurité intime dont on a besoin pour vivre et qu'ils avaient vraiment besoin d'être accompagnés. Alors, un trauma complexe, là, je dirais qu'à l'avant-scène, on a plutôt ce que j'appellerais des défenses psychologiques parce qu'on va avoir un énorme tableau clinique. Des fois, le psychotrauma, il est totalement oublié. C'est pour ça qu'on voit, le professeur Sauvagel soulignait ce matin, les gens pour des troubles dépressifs, voire un trouble bipolaire, des troubles addictifs, etc., des tentatives de suicide à répétition, des scarifications. D'ailleurs, pour la petite histoire, pour moi, qui était un praticien d'urgence quand j'avais une trentaine d'années, j'ai vraiment découvert l'importance du trauma avec les scarifications répétitives de jeunes filles qui font ce symptôme comme une défense psychologique, comme une tentative de solution à elle, de réassociation, d'apaisement, comme vous le disiez tout à l'heure. Voilà. Dans ces traumas complexes, on a souvent des fragments dissociés du souvenir, et puis une personnalité qu'on va trouver dissociée. Alors dans la CIM dont on parlait tout à l'heure, dans les troubles dissociatifs, on a beaucoup de psychotraumas, bien sûr. Très souvent des troubles de l'attachement et des carences affectives. Et ces carences affectives, elles sont essentiellement par distorsion ou insuffisance. Je pense surtout à la distorsion dans certaines familles. Et puis le trauma complexe, souvent il est répétitif. Alors je pense à ces situations incestueuses qui peuvent durer pendant des années. J'en parlerai peut-être au cours de mon exposé, d'une femme que j'ai vue hier, mais que je connais déjà depuis quelques séances, et qui a subi une situation incestueuse avec son père de l'âge de 6 ou 7 ans jusqu'à l'adolescence, et avec un climat d'insécurité parce que cet homme était un peu aussi menaçant et violent. Et ce trauma-là, il est d'autant plus important que la relation avec le père, elle n'est pas unique, il y a aussi une mère, et cette mère, peut-être à son corps défendant, elle n'a pas pu assurer la protection qu'il fallait à son enfant.
Voilà, donc on va avoir des conséquences multiples, je viens d'en parler, toutes sortes de symptômes. Je ne l'ai pas évoqué là, mais si je le mets, les maladies psychosomatiques qui sont assez fréquentes. Et par exemple, une maladie qui était très à la mode, excusez-moi pour le mot mode, mais la sémiologie, la symptomatologie suit des modes. Hein. Donc la fibromyalgie, il y a quelques années, derrière la fibromyalgie, il y a plein de choses. Et il y a des troubles moi aussi, je dis comme Madame Sauvage ce matin, du stress post-traumatique. Voilà. Enfin, c'est un vrai problème, c'est qu'il y a une réorganisation de la personnalité. C'est-à-dire que le trauma, au bout d'un moment, il va devenir identitaire. Sans mon trauma, qu'est-ce que je suis ? Hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne peut plus y avoir de perception de soi sans ce qui m'est arrivé, avec des plaintes tous azimuts, des consultations multiples. Et ça, c'est extrêmement difficile parce qu'il va falloir créer un autre avenir, une autre histoire. Et j'en parlerai quand j'aborderai un peu en introduction des propos de Julien la thérapie narrative, une histoire alternative à cette histoire dominante, complètement envahie par le traumatisme ou les traumatismes. Voilà. Donc, quelque chose de capital dans un trauma complexe, il y a le trauma, il y a la personne et il y a les autres. Et le problème, ça peut être le trauma lui-même, mais c'est aussi les autres. Je vais prendre un exemple très simple. Imaginons, je prends toujours l'exemple du tsunami, bien que je ne l'ai jamais vécu, qu'il y a un tsunami, je suis tout seul sur la plage, je vois la vague arriver et coup de bol, j'arrive à me sauver et à me mettre sur un cocotier et je dis ouf, j'ai eu la mort en face, je vais être certainement traumatisé. Mais si sur cette même plage, il y avait des gens et qui pouvaient prendre une jeep et s'enfuir et qui me laissent sur le côté, là, je vais être sacrément plus traumatisé parce que j'ai eu un sentiment d'abandon et la perte de confiance dans l'espèce humaine. Voilà. Donc, se voir au trauma dans une relation, et quand cette relation, elle est défaillante, eh bien, je me sens abandonné, trahi. Et c'est sans doute le pire parce que nous sommes avant tout des êtres sociaux. Hein. Donc, le trauma lui-même, oui, mais la relation au trauma et la relation aux autres, elle est capitale pour à la fois en comprendre l'impact, mais aussi pour en comprendre la nécessité thérapeutique. Quels vont être les besoins de la personne. Voilà. Alors, dans le trauma complexe, je dirais qu'il y a 4 atteintes. Atteinte, je dirais plutôt estime de soi, parce que je n'aime pas le mot narcissique. Narcissique, c'est l'image. Non, c'est une atteinte de l'estime de soi, c'est-à-dire que j'arrive plus à retrouver mes capacités. Je perds mes choix, je me sens vulnérable, je ne suis plus à la hauteur de ce que je pensais être. Donc ça, c'est l'atteinte narcissique, estime de soi. Atteinte de la sécurité relationnelle, j'en ai parlé. Bon, on dit souvent l'absence de tiers sécure. Et puis, une atteinte des valeurs. Alors, qu'est-ce que c'est que nos valeurs ? Eh bien, je peux croire, par exemple, à la solidarité. Je peux croire dans certaines de mes compétences à aider les autres. Je peux croire en l'amour, etc., etc. Et le trauma va venir interrompre tout ça. Je parlais à l'instant des victimes du Bataclan. Et il y avait une dame, il me disait, mais c'est terrible, parce que moi, j'étais une personne ouverte au monde. Et, excusez-moi, mais elle me dit, maintenant, quand je vois un barbu, j'ai peur. C'est complètement idiot. C'est complètement idiot. Et en plus, s'il a la mine un peu basanée, alors que j'étais ouverte sur le monde et sur les étrangers. Voilà. Donc, ces valeurs, elles sont remises en question par un événement ponctuel. Et malgré toute son orientation à être ouverte vers le monde, elle est brisée dans cet élan. Enfin, une atteinte du corps, quasi constante dans les traumas complexes et singulièrement les violences sexuelles qui sont sans doute l'un des pires, si ce n'est le pire trauma qu'il puisse y avoir, singulièrement quand il a été répétitif. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup, en tout cas moi j'en vois beaucoup dans ma consultation, de ces situations d'inceste ou de traumas répétitifs, même hors inceste. Alors, l'objectif de la thérapie, au sens large, ça c'est un objectif, on va dire, pour le thérapeute. Après, on va parler des objectifs du patient. L'apaisement émotionnel et corporel, Madame Delucci en a très bien parlé. La restauration de la confiance dans les relations, et puis le réenclenchement d'actions positives et la capacité à faire face. Alors c'est pour ça qu'on va avoir
Moi, je fais des prescriptions à mes patients pour réenclencher des petites choses qui vont faire des démarrages. C'est la politique du petit pas, l'effet boule de neige, etc., qui vont leur permettre de leur redonner confiance en eux. Hein, on parlera tout à l'heure de la thérapie du contrepoids et comment ça peut être utile. Enfin, la réconciliation avec ses propres valeurs et aussi avec le genre humain. Et cette réconciliation avec ses propres valeurs, il me semble, en tout cas depuis que j'ai eu accès à cette approche thérapeutique, c'est la thérapie narrative qui m'aide le plus, moi, dans cette approche avec les patients. J'en dirai juste un mot, puisque le docteur Bedbez en parlera cet après-midi. Enfin, la remise en route vers une autonomie. Et l'autonomie, c'est des relations qui vont être libres, des choix, et des projets qui sont conformes à mes valeurs, c'est-à-dire à ce que je suis. Je suis une identité construite sur ces valeurs. Alors la plupart du temps, les valeurs, je ne les trimballe pas dans un sac à dos. Elles sont implicites. Elles sont dans notre mode relationnel aux autres. Elles existent sans qu'on ait besoin de les mettre sur notre front ou de les argumenter. Voilà. Les précautions, alors on le dit classiquement, c'est obtenir une stabilité, la stabilité relationnelle, je dirais la stabilité émotionnelle. La stabilité relationnelle, elle comprend la relation à l'autre, donc tout ce qui va être autour de la sécurité et de la protection. La relation au monde, je rajouterai celle-là, c'est-à-dire le besoin de reconnaissance. Dans l'approche plurielle de la thérapie, eh bien, des fois, les associations, le monde de la justice, ça va être des sources de restauration, de se sentir reconnu. Donc cette relation au monde, elle est importante. La relation à soi-même, je viens d'en parler, ses valeurs, mais aussi la projection dans la vie future. Et puis la relation thérapeutique. La personne doit pouvoir reconnaître ses besoins, mais surtout avoir confiance dans le thérapeute. Et même avec notre bonne volonté, notre bienveillance, on n'est pas toujours une personne digne de confiance au départ envers ces personnes qui ont vécu des traumas complexes, et vous le soulignez très bien tout à l'heure avec ce petit Antoine. On met du temps. Et effectivement, vous avez certainement acquis sa confiance par, j'allais dire, tout ce travail sur les compétences au gré du temps, mais sans qu'on puisse aborder encore l'histoire traumatique elle-même, si j'ai bien compris. La stabilité relationnelle, alors on parle beaucoup de fenêtres de tolérance, alors je vais aller assez brièvement là-dessus, mais ça semble un préalable pour travailler sur le traumatisme, en particulier quand on aborde un travail avec des mouvements alternatifs, qu'on l'appelle EMDR ou autrement. Et puis, c'est grâce à cette stabilité qu'on va créer l'alliance thérapeutique. Cette alliance, je dis, elle n'est pas gagnée d'emblée. Mais les approches psychothérapiques dont on va parler, ce sont des approches qui facilitent l'alliance. C'est pour ça que je vous invite à les pratiquer, bien entendu. Alors, on va aussi avancer au rythme du patient, mais attention, les techniques de stabilisation, je les pratique, puis je m'en méfie aussi, parce qu'on peut aussi, elles peuvent participer à l'évitement du patient. Au bout d'un moment, je ne fais plus rien, je me camoufle derrière ce que je ne peux pas faire, soi-disant. Enfin, les approches thérapeutiques dont on parle, c'est toujours des approches où le thérapeute a une position modeste, mais on est dans une thérapie de co-construction. C'est singulièrement vrai avec les approches centrées compétences, avec les approches narratives. Alors, la fenêtre thérapeutique, c'est ce qui va être entre l'hyperactivation et l'hypoactivation. Effectivement, dans les traumatismes, les psychotraumatismes, il y a deux sortes de symptômes. Des symptômes, on va dire, de crise, avec l'émergence des défenses symptomatiques, l'agitation, des espèces de défenses maniaques, des conduites suicidaires, etc. etc. Enfin, bon. Derrière ça, il y a les aspects traumatiques. Et effectivement, quand les gens sont dans une excitation permanente, dans les passages à l'acte, à donner des coups de poing dans le mur, on ne va quand même pas tout de suite pouvoir travailler. Il va falloir arriver à une fenêtre de tolérance. Puis à l'autre opposé, il y a d'excellentes raisons physiologiques, je ne peux pas y venir aujourd'hui, pour bien comprendre cette hyper et cette hypoactivation, eh bien on a l'inverse, c'est l'émergence de symptômes dissociatifs, la personne elle n'est pas là,
elle est figée, elle est à côté de la plaque, elle est ralentie, elle est aboulique, on lui cause, elle semble être ailleurs, hein, et puis elle est parfois totalement déréalisée, et puis même avec des symptômes de conversion. Alors, je pense à une adolescente qui avait vécu, une enfant plutôt, qui avait vécu des choses intrafamiliales. Bizarrement, ça vous semblait bizarre, une attitude incestueuse de la part de sa grand-mère, hein, et elle avait eu beaucoup de mal à être crue dans sa famille. Et cette jeune fille s'est mise à faire des accidents de conversion, mais alors du feu de Dieu. C'est-à-dire que 3 ans après, elle est toujours dans un fauteuil roulant avec 3 membres paralysés, et on avait été obligé de lui mettre un cystocate parce qu'elle urinait plus. Enfin bon, c'était des choses absolument incroyables, et je n'ai pas pu aborder quoi que ce soit avec elle parce qu'elle était continuellement dans l'évitement, figée dans ses symptômes. Oui, des fois, même avec la meilleure volonté du monde, on n'avance pas autant qu'on le voudrait. Voilà, alors ça c'est un schéma que j'ai pris sur Internet, c'est classique, hein. On est travaille dans la zone optimale. Voilà, alors je viens d'en parler, je ne vais pas y revenir, hein. Les réactions symptomatiques, c'est la rage, la colère, les scarifs, les prises de toxiques à tout va, hein. Alors, il ne faut pas croire, ces défenses-là, il faut bien prendre ça comme des défenses, c'est-à-dire que c'est des tentatives de solution, hein. Le symptôme, il est utile à la personne, hein. Et le problème qu'ont les psychiatres, et peut-être aussi les psychologues, hein, c'est de vouloir d'abord lutter contre ces symptômes. Ça, je m'en suis aperçu aux urgences. Quand je voyais des gens qui avaient fait une tentative de suicide, une bonne ivresse ou qui s'étaient complètement scarifiés, on voulait traiter la crise, ils étaient un peu agités. C'est pas de leur donner une piqûre dans le derrière qui va traiter le problème. Non, c'était de savoir qu'est-ce qui a déclenché ça. C'est-à-dire le juste avant. Là, moi, je me suis intéressé à la crise du juste avant. Et très souvent, on parlait tout à l'heure de préverbal, c'est des choses qui sont ancrées dans le corps. C'est pour ça que les thérapies corporelles vont avoir énormément de place. Voilà. Et puis, bon, le lieu de sécurité, la fenêtre de tolérance. Et puis, à l'inverse, l'hypoactivation, je viens d'en parler, anesthésie, retrait social, une plainte autour d'un sentiment de vide. Alors ça, c'est quelque chose que l'on retrouve très souvent, ce sentiment de vide qu'on développe les personnalités dites borderline, hein, avec une affectivité émoussée, hein. Et la question, c'est pas d'avoir du vide, c'est d'avoir un contenant. Donc le travail du thérapeute, c'est pas de dire on va traiter le vide, non, c'est de mettre un contenant et puis ce contenant va pouvoir le remplir. Et mettre quelque chose à la place de ce sentiment de vide, ça, c'est une des premières tâches thérapeutiques après la stabilisation. Alors, cette stabilité, on va l'évaluer facilement. La personne, elle est capable de mettre en place des relations, elle est capable de poser des limites, hein. Moi, je dis de se protéger, de mettre des warnings. On a souvent constaté, je suis sûr que dans la salle, là, il y a des psychologues qui ont constaté, il y a des gens, ils ont une succession de relations abusives. On se dit, mais comment ils font? Enfin, on pourrait interpréter ça pour une prise de risque inutile. Non, ils n'ont pas les bons warnings, hein. Et donc, c'est important de leur apprendre. Et quand ça commence à clignoter, qu'elles puissent se protéger. Apprendre également à se faire confiance, et puis la stabilité relationnelle, c'est enfin pouvoir partager ses émotions. Et quand Antoine pourra partager ses émotions, eh bien, on pourra dire qu'il est sur ce chemin de stabilité relationnelle et émotionnelle. Donc, chacun de ces items, ça peut faire partie des objectifs thérapeutiques, bien entendu. Alors, la stabilité relationnelle, je ne vais pas faire de détails. Il y a plein d'approches de toutes sortes. Alors, il y en a qui font de la relaxation, style training autogène de Schutz, Jacobson, etc. Je dirais que ce n'est pas forcément les méthodes de choix sur les personnalités borderline, de mon point de vue, hein. Souvent, il va falloir utiliser des petites méthodes utilisables dans l'immédiateté. Ces techniques de relaxation, c'est certainement un bon entraînement, mais il faut trouver des solutions qui aident la personne dans l'instant. Et les techniques respiratoires, elles peuvent être très, 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 très utiles, des choses très simples, hein, comme l'expiration lente, bien sûr la cohérence cardiaque, la respiration abdominale, etc. L'indispensable, safe place, le lieu sûr. Alors, le lieu sûr, nous, on ne le conjugue pas à l'américaine. Hein, vous êtes dans un lieu tranquille, ou avec, je sais pas, la petite lumière bleue qui m'entoure, etc. Bon, ça marchote, mais ça ne marche pas vraiment. Parce que la question dans les traumas complexes, c'est que la plupart du temps, ils ont besoin d'un lieu sûr relationnel. Pour un trauma, c'est de se dire,
De quoi a besoin la personne pour la sécurité? De temps en temps, c'est effectivement d'un lieu refuge. Je suis tranquille dans le grenier de ma grand-mère et c'est parfait. Mais de temps en temps aussi, c'est de pouvoir avoir un lieu sûr qui soit un lieu sûr de l'ordre d'une action. Si par exemple j'ai été paralysé devant un lion, ben, mon lieu sûr va être une référence à un moment où j'ai été actif dans mon existence. Et puis d'autres moments avec singulièrement les enfants qui ont été trahis ou abandonnés ou qui ont mal vécu, le lieu sûr, il doit être relationnel. Hein, il doit être relationnel et j'emploie souvent, je vais être un peu lyrique, cette pauvre petite fille carencée affective du comte d'Andersen, la marchande d'allumettes. Hein, eh bien, son lieu sûr, il va être relationnel et un peu spirituel. C'est sa grand-mère qui lui apparaît quand elle craque une allumette. Hein, et elle va, c'est très triste, elle va mourir de froid dans l'hiver danois. Hein, mais qu'est-ce qui se passe? Elle est en lien sûr avec une personne, la seule qui a été bienveillante pour elle, qu'elle voit quand elle craque ses allumettes. Excusez-moi, je vais vous faire pleurer. Hein, voilà. Le MDR, apaiser les sensations du présent, oui, effectivement, ça peut être très utile, surtout dès qu'il y a des émergences émotionnelles. De temps en temps, on n'a pas le temps de dire ouf. Alors c'est peut-être parce qu'ils savent qu'ils viennent pour ça chez moi, mais ils s'assoient, ils ont à peine commencé que... Je sais, comme dirait un de mes amis, il faut du sopalin. Hein. Ça vient très très vite. La somatic experiencing, qui sont des approches également centrées sur le corps. Peter Levine, je vous conseille de lire ses livres, c'est très intéressant. L'hypnose, bien sûr. Bon, moi j'ai commencé par l'hypnose il y a très très longtemps. Elle est très utile, en particulier l'hypnose d'acceptation qu'a bien développé notre collègue à Nantes, Alain Vallée, et puis le TRE aussi, je vois Malaki qui est formateur dans cette approche, hein. Bref, il y en a plein. Il ne s'agit pas de faire que ça, mais il s'agit de savoir y penser, savoir les utiliser, et avoir, de mon point de vue, plein d'outils, parce que il n'y a pas un seul bon outil. C'est comme si on avait un tournevis pour tout faire. Ben non, il faut avoir plusieurs outils, hein, des outils multiples, pour s'adapter au type de patient que l'on a. Voilà. Alors, quelle approche plurielle? On va construire notre thérapie autour de ça. La mise en place d'un objectif qui est une priorité, l'apprentissage du faire-face, parce qu'il y a plein de méthodes, puisque le traumatisme est souvent centré sur l'évitement. Le professeur Sauvagène en a parlé ce matin. Hein, et donc, la thérapie, ça sera du faire-face. Alors, que ça soit des TCC avec du bêta-bloquant, ou que ça soit de l'EMDR, c'est une thérapie de faire-face, si on veut aller par là, ou la thérapie stratégique, c'est également une thérapie de faire-face. Et enfin, la redécouverte d'un sens à la vie. Et je pense que l'EMDR, dans tout ce qui est le reprocessing, participe à ça. Et surtout, la thérapie narrative, hein, parce que quand les gens ont une histoire brisée qui dure depuis des dizaines d'années, eh bien, c'est pas trois allers-retours de mouvements oculaires qui vont leur permettre de se reconstruire dans leur vie. C'est extrêmement utile, je l'utilise tous les jours, mais il va falloir d'autres outils. Enfin, l'absence de lien sécure, Madame Delucci en a parlé tout à l'heure, les troubles de l'attachement sont extrêmement problématiques. Il n'y a pas de trauma complexe pratiquement sans cette absence de lien sécure ou cette insécurité acquise. Alors, approche plurielle, ben voilà, je vais parler de ces 5 ou 6 choses. Donc je vais aller très très rapidement parce que sinon on va me gronder. Hein, l'ATOS, ça veut dire thérapie orientée solution. Madame Delucci en a parlé sur les actions centrées compétences, c'est du même ordre, c'est le même esprit, hein, c'est un esprit constructionnisme comme la thérapie narrative. Hein, l'idée, c'est de construire un avenir et de s'appuyer sur ses ressources. Le MDR, ou toute autre approche de type mouvement alternatif, pour moi, c'est atténuer l'impact émotionnel et corporel des reviviscences et faire face pour se reconstruire. Je résume, hein. La thérapie stratégique, je vais développer un petit peu parce qu'elle ne va peut-être pas être abordée autrement aujourd'hui. Et puis, on l'oublie. Et moi, elle m'est très utile en complément parce que le traumatisme provoque quelque chose de très violent chez la personne. La naissance d'une colère qui ne trouve pas d'exutoire et puis des sentiments de haine que la personne n'était pas
forcément disposés à avoir auparavant. Je vous parlais tout à l'heure de ces gens du Bataclan, et c'est extrêmement difficile à supporter quand ce n'est pas dans nos valeurs. Et donc la thérapie stratégique nous permet de répondre à cela. La thérapie narrative, j'en ai dit un mot. Et puis une place pour l'hypnose. Ben oui, on a l'impression de l'oublier. L'hypnose est très utile. J'en dirai un petit mot tout à l'heure. Alors, les précautions utiles. Bon, je passe vite fait. J'apporte tout de suite les TOS. On va travailler en TOS. Je ne sais pas si tout le monde connaît bien cette approche, donc je vais faire un petit rappel de ces outils principaux. Hein. La question, c'est de travailler avec des questions qui soient ouvertes, des questions qui permettent à la personne de se sentir validée et d'ouvrir sur le changement. Donc souvent, on dit des questions en deux parties. Et puis, on va valider ce que ressent la personne et la nécessité du changement. Voilà. Le travail se fait dans le présent, ça ne veut pas dire qu'on ne s'occupe pas du passé, mais, comment dirais-je, en psychotraumatologie, on ne traite pas une histoire, on traite l'impact d'événements divers, l'impact qu'il y a au présent. Quand on me raconte une histoire, je n'ai pas envie de traiter une histoire. C'est qu'est-ce qui se passe là maintenant et qui est extrêmement éprouvant. Et de temps en temps, d'ailleurs, il n'y a pas du tout d'histoire. Les vrais traumas, ils ne racontent pas une histoire parce que c'est brut de pomme et c'est souvent extrêmement pauvre dans l'expression. Voilà. Juste les principaux outils des TOS, c'est le questionnement ouvert, hein, un questionnement qui va être centré sur les ressources, ce qu'on appelle la recherche des exceptions, la recherche des compétences, hein, de la personne, de la manière dont elle s'est débrouillée dans la vie. La question miracle est une question un peu bizarre, mais qui est comme une sorte de transe d'anticipation qui va projeter la personne dans ce qu'elle souhaite vivre après le problème. Alors c'est un peu particulier parce que le trauma, ce n'est pas vraiment un problème, c'est un drame. Hein, et donc on va devoir faire face à ce drame. Et cette question miracle, elle nous permet de dire, ok, vous avez plein de symptômes, vous avez plein de choses là qui vous arrivent. Je ne peux pas vous la décrire dans le détail là. Hein. Mais imaginons que tout ça, ça disparaisse d'un coup de baguette magique, comme un miracle qui se passe dans la nuit. Comment vous serez après? Qu'est-ce que vous ferez ensuite? La sécurité et la relation, la validation de la personne par des compliments. Oui, alors ça paraît totalement bizarre de dire qu'on fait des compliments. C'est ce que faisait tout à l'heure Madame Delucchi quand elle disait comment vous faites? C'est un compliment implicite parce que la personne peut s'approprier ce qu'elle fait. Alors que si on lui dit simplement c'est bien ce que tu as fait, c'est pas un vrai compliment. Un vrai compliment, c'est quelque chose qu'on peut s'approprier et le meilleur des compliments, c'est par les questions. Enfin, on va chercher des différences avec des questions à échelle et on va prescrire des tâches. Alors, je voudrais juste commencer par une de mes erreurs. Il y a 20 ans, peut-être même plus, je ne sais plus. Oui, ça fait plus que de 20 ans que je fais de l'EMDR. Et au tout départ, enthousiasmé par l'outil et sa rapidité, des fois j'allais un peu vite. Et un jour, je vois une jeune fille qui m'apparaissait avoir un trauma, c'est important, grave, mais qui avait de bonnes ressources autour d'elle, une bonne famille, elle faisait des études, qu'elle investissait, je crois même qu'elle était soignante, enfin des études dans le soin, et plutôt sympa, bien entourée, des amis. Bref, j'ai un peu omis de travailler sur le futur. Hein. Ses craintes, bien sûr, mais surtout ce qu'elle voulait de sa vie. Parce que j'avais l'impression que c'était déjà bien là, bien solide. Et comme elle avait beaucoup d'émotions sur l'événement, j'ai été d'emblée, comme c'est souvent, ça a été d'une redoutable efficacité en une seule séance. Heureusement, je la voyais 15 jours après. Et puis elle me dit, c'est bien votre truc. Mais après, pendant plusieurs jours, j'étais vide, j'étais mal, tellement j'étais vide. Ben oui, mais à culpa. J'avais pas préparé la personne à ce que tout ce qui la préoccupait depuis des mois là, dans la tête, ça soit vraiment plus là. Et bien, qu'est-ce que je fais quand j'ai plus de préoccupations? Moi, je dis souvent, vous voyez, vous avez préparé un examen pendant 3 mois, là, et puis vous avez que ça en tête. Et le lendemain de l'examen, vous êtes content, vous êtes soulagé, mais non, en fait, vous êtes vide. Ben, c'est la même chose. Mais la même chose en bien pire quand on a affaire à des traumatismes. Donc voilà à quoi ça sert, les TOS. Ça sert à préparer l'avenir et à définir un objectif. Alors, un objectif, c'est pas « je voudrais plus avoir de reviviscence ». Ça, c'est pas un objectif.
C'est qu'est-ce que je veux avoir dans ma vie à ma place? Quel type de relation je veux avoir? Quelle tâche je veux réaliser dans ma vie, etc., etc. Et donc un objectif, il doit être concret, réaliste et réalisable. Et dans un futur proche, c'est-à-dire on n'est pas dans le fantasme. Le miracle, ce n'est pas des choses impossibles à obtenir. D'ailleurs, la plupart des gens ne s'y trompent pas, ils donnent toujours des miracles extrêmement réalistes. Enfin, un objectif, ça doit être dépendant de la personne, sous sa responsabilité. Vous voyez, par exemple, il y a des gens qui cherchent à être justifiés par la justice. Voilà un bel objectif, complètement à côté de la plaque. Moi, la justice me fait peur parce que de temps en temps, elle conclut à des non-lieux. Alors, je ne critique pas la justice, hein. Je critique simplement la démarche de la personne d'attendre un changement qui vienne des autres. Non, le changement, ça doit être sous sa propre responsabilité et on doit l'y aider. Et donc, un changement, ça peut être un défi. Et puis, le changement, il doit être écologique et écosystémique. Alors, je vais peut-être vous faire sourire, écologique et écosystémique, mais admettons une dame qui a eu des traumas sexuels, qui a réussi à se trouver un mari tout à fait gentil, sécurisant, adorable, respectueux, etc. Bon. Et puis, on traite les choses et sa phobie de la sexualité, elle commence à disparaître et elle redevient une femme ordinaire, normalement désirante. Il faut préparer un peu le changement, parce que le mari, est-ce qu'il y est prêt? Oui. Hein, il n'est pas forcément prêt, il était bien avec sa femme qu'il protégeait en étant une sorte de soignant, de bon Saint-Bernard auprès d'elle, et il n'est pas forcément prêt à avoir une femme qui est tout autre après. Hein, voilà. Donc c'est ça, un objectif, il doit être écosystémique, si vous voyez ce que je veux dire. 10 minutes, je ne vais pas y arriver. Bon, tu t'en doutais? Ouais. Alors, le questionnement, il va être pointu. La plainte, les difficultés actuelles, les valeurs, les croyances remises en cause, les affects qui sont liés, les peurs. Bref, on fait un entretien clinique, certes centré compétences, mais aussi centré sur tout ce qui se passe d'important pour la personne. Et puis, moi je suis un peu stratégique, j'ai bien à savoir qu'est-ce qui sera pire si ça continue comme ça. Parce que pourquoi les gens ils viennent là maintenant? Ça fait 20 ans leur truc et puis ils viennent là maintenant. Donc, si ça continue, qu'est-ce qui sera pire? J'en peux plus, j'ai déjà fait 10 tentatives de suicide, je pense que la prochaine fois c'est la bonne et je ne veux pas abandonner mes enfants. Bon, voilà, je sais ce que je veux éviter, je ne veux pas abandonner mes enfants. Hein. Et l'ETS, c'est les tentatives de solution, ce n'est pas les tentatives de suicide. Hein. Et les tentatives de solution, eh bien, tous ces gens, pour faire face, ils font comme ils peuvent, et malheureusement, les outils les plus à leur portée, c'est des symptômes. Et c'est des symptômes qui entretiennent la problématique. Enfin, il va falloir une capacité d'engagement. Voilà. Alors, je veux dire juste un mot de l'EMDR des mouvements alternatifs. En général, on cherche une cible. Une cible, c'est une cible qui est centrée sur les émotions et leur support corporel. Il n'y a pas d'émotion sans sensation. D'où la fameuse méthode avec les bêta-bloquants. On ralentit le cœur, il y a moins d'émotions, parce que le cœur, il bat moins fort, tout simplement. Hein. Les perceptions, puis les cognitions, et la restauration d'estime de soi et de l'avenir. Alors, qu'est-ce qui marche? Pourquoi ça marche? Eh bien, ça marche parce que c'est une thérapie du faire-face, comme dans d'autres approches, TCC, hypnose, TBS. TBS est stratégique. Hein. Il y a aussi une double focalisation, comme en hypnose, hein, des allers-retours qui me font vraiment penser à l'hypnose profonde, parce que, alors, peut-être que Mme Delucci, elle ne sera pas d'accord avec moi, alors j'en parlerai un peu avec elle, mais moi je dis souvent que le MDR, ça marche parce que c'est de l'hypnose profonde, mais de l'hypnose profonde, pas comme on fait d'habitude. La personne, quand elle part dans son psychotrauma, elle est en transe négative, elle est dissociée. Elle est en train de vivre quelque chose qu'elle a vécu dans le présent alors qu'elle est dans un cabinet de thérapeute. Donc elle est dissociée, forcément. Qu'est-ce que fait l'aller-retour de mouvements alternatifs? Ça la réassocie. Puis elle replonge dedans. Ça la réassocie. Puis elle plonge dedans. Et c'est exactement le même processus qu'il y a en hypnose profonde, sauf qu'on fait l'effet inverse. On part de la sécurité pour aller vers le problème, alors que là, on part du problème pour aller vers la sécurité. Voilà, bon, c'est une hypothèse. Hein. J'en ai souvent parlé aussi avec Dominique Méglet, qui est très spécialisé dans l'hypnose profonde. Enfin, l'engagement du corps, puisqu'on travaille avec le corps, comme en hypnose, et puis la facilitation de l'autonomie. Voilà pourquoi on en a souvent parlé comme d'une méthode dite intégrative. Bon, je passe sur le MDR parce que je ne vais pas avoir le temps de parler de reste. Je voulais parler un peu des TBS et du dialogue stratégique. Alors,
Qu'est-ce que c'est que les TBS? C'est des thérapies stratégiques. On va s'intéresser à qu'est-ce que font les personnes pour sortir du problème et qui entretient le problème. Par exemple, les fameuses SCARIF dont on parlait, ou les TS à répétition, ou les alcoolisations, c'est des tentatives de solution, comme je dis, pour se réassocier. Sauf qu'elles sont sacrément problématiques. Elles maintiennent le problème, elles entraînent encore d'autres difficultés avec les produits ou autres. Donc, le dialogue stratégique, il va viser le contrôle des propres pensées du patient, l'évitement de toutes les situations, et puis la troisième tentative de solution, c'est la demande d'aide et de réassurance. Souvent, on a tendance à penser, il faut en parler, il faut en parler, il faut en parler. Oui, il faut parler des choses à son thérapeute, pas à sa voisine, pas à toutes les infirmières de l'hôpital, pas à ses cousins, à son mari, etc. Parce qu'on ne fait qu'un écho amplificateur des problèmes. Alors ça paraît totalement contre-intuitif, mais moi je vous le dis quand même si c'est contre-intuitif. Bon, je passe parce que ça va aller trop loin. Emmanuel va me gronder. Alors, les mesures d'évitement, les tentatives de solution, de me gronder. Eh bien justement, c'est bien parce qu'il se plaint et c'est le sentiment d'abandon et de renoncement. Mesures d'évitement, court-circuit de la pensée ou de l'affect. Bon. Mesures d'évitement, c'est aussi la culpabilité ou la honte qui sont une sorte aussi d'évitement. Les conduites addictives, les conduites phobiques, tout ça c'est de l'évitement. Hein. Et puis enfin, l'autre tentative de solution, c'est la plainte. Alors, pourquoi ça ne marche pas? C'est parce que soit il n'y a pas l'écho qu'on attend, une insuffisance de la réponse, voire des fois, et c'est encore pire, un doute de la part de l'entourage et la personne n'est pas crue, hein, et on arrive à un sentiment d'abandon ou alors de renoncement à tout et on se referme dans sa coquille symptomatique. Voilà. Alors, je vous ai mis un certain nombre d'évitements possibles, y compris les défenses maniaques, qui sont un bon évitement, hein, ça marche bien. Mais le seul problème, c'est qu'on a à ce moment-là des gens qui sont un peu bipolaires. Je me souviens de Reynaldo Perón, il y a 20 ou 25 ans, il avait dit bon, beaucoup de jeunes filles abusées finissent comme des bipolaires. Hein, ben c'est très vrai, ça. Effectivement, on a cette espèce de labilité émotionnelle qui nous fait confondre très très souvent les symptômes. Et on en a un bel exemple d'ailleurs dans le service qui va beaucoup mieux maintenant. Hein, on a mis du temps à intégrer qu'elle pouvait être autre chose qu'une bipolaire symptomatique avec des phases délirantes. Bon, je passe parce que je ne vais pas avoir le temps. Voilà. Comment ça se fait, la thérapie stratégique, en 2 mots? Eh bien, on va poser un questionnement qui va être un peu moins ouvert, qui va être un questionnement en alternative illusoire. On pose un certain nombre de questions, et puis on fait une paraphrase entre ces 3 ou 4 questions pour se dire, est-ce qu'on est bien d'accord avec là où on en est dans le décryptage du problème. Et puis, on va avoir des images fortes, hein, des images fortes qui vont être une invitation à s'engager. Donc, association d'images fortes et de paraphrases pour engager la personne et tout ça, c'est destiné à remuer un petit peu cette espèce de chaîne perception, émotion, réaction, cognition dans laquelle la personne est enfermée. Et puis on travaillera aussi sur l'anticipation de l'avenir. Et dans ces thérapies stratégiques, on fait beaucoup de prescriptions et ça paraît comme une évidence. Alors, j'ai un petit peu de temps, 5 minutes. Bon, j'ai pas le temps. Tant pis. Je voulais vous donner une petite métaphore d'engagement. Hein. Voilà. Voilà, il est gentil. Hein. C'est la prise d'otage. Tu viendras te plaindre après. Je dis, le trauma, c'est comme une effraction. C'est comme un voleur ou un malfaiteur qui a pénétré chez vous. Mais parfois, on a de la chance, il s'en va. Alors, il faut juste remettre de l'ordre. Même si on devient un peu méfiant, peu à peu, on garde le souvenir, mais on finit par se réadapter à la vie. Le problème, c'est que des fois, le malfaiteur, il est resté dans la maison, à l'intérieur de vous. Et là, il poursuit ses destructions. Il squatte en permanence, vous réveille, vous met dans une constante insécurité, provoque de nouveaux dégâts. Bref, il s'installe et il vous fait peur. Quelquefois, on cherche à le contrôler.
Mais c'est une tâche bien difficile, quels que soient les moyens employés. Et puis vous savez bien les moyens que vous avez employés. Et d'autant plus que ce sont des moyens qui vous fragilisent. Encore plus sûrement, on va chercher à l'éviter, à le fuir, à ne pas le voir. Mais plus on l'évite, plus on le craint. Il finit par être comme une partie de vous-même. Et il vous transforme un peu, il transforme un peu la personne que l'on est en faisant de nous quelqu'un qu'on ne reconnaît plus. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Lui faire face? Je vois bien que c'est difficile pour vous. Pourtant, ce malfaiteur, il est à l'intérieur de soi. Il va falloir le mettre à l'extérieur de soi. Ne plus le fuir, mais l'affronter, même si c'est difficile. Est-ce que vous êtes prête pour faire cette démarche? Vous ne serez pas seul, je vais vous accompagner là-dedans. Voilà ce que j'appelle une métaphore d'engagement. Et on utilise ce type de métaphore en thérapie stratégique, par exemple. Voilà, alors les prescriptions, il y en a de 3 ordres, très brèves. Le roman du trauma, la conspiration du silence et la recherche des moyens de l'aggravation. Alors ça paraît très bizarre, la conspiration du silence, je viens de l'évoquer, pas trop en parler, sauf à son thérapeute. Et faire en sorte que la famille ne soit pas « comment tu vas, ça va mieux depuis ce qui s'était passé », etc. Non. Comment ça s'est passé avec le juge, etc. Bon, ça va bien. Le roman du trauma, je n'ai pas le temps trop de décrire, mais on va demander à la personne, au lieu de le fuir, de raconter, d'écrire chaque jour tout ce qu'elle a à dire, ce qui lui est arrivé. Et ça peut être extrêmement lassant, tous les jours à répéter, de manière à éviter cette fameuse fuite et éviter le contrôle. Chaque jour, elle va avoir la tâche d'enrichir les choses. Mais dans ce roman du trauma, ce n'est pas simplement les événements. Moi, j'utilise beaucoup cette prescription pour traiter la haine et la colère qui restent. Et là, je leur dis, vous avez le droit de dire tous les gros mots de la terre. Vous avez le droit d'insulter tous ces gens qui vous ont fait du mal. La justice qui ne fait pas ce qu'il faut. Le thérapeute qui ne vous comprend pas. La famille qui n'a pas été présente, etc. Vous avez tout le droit. Vous avez même le droit d'être injuste là-dedans. Et donc, c'est important. Et puis, de temps en temps, je ne vais pas trop détailler, il y a rechercher avec la personne, si vous deviez vous aggraver la situation, qu'est-ce que vous feriez? C'est un excellent recadrage pour se protéger de sa tentation de continuer à aggraver le problème. Alors, je ne vais pas parler de la thérapie narrative, du coup, je n'ai pas le temps. Mais comme Julien en parlera cet après-midi, donc je passe. Je vais juste dire un petit mot sur la place de l'hypnose. En conclusion, c'est bizarre parce que c'est quand même la première thérapie du trauma, et de très loin, historiquement, mais aussi en pratique. Et je dirais quand même prudence, parce qu'on a affaire dans les traumas complexes à souvent des personnalités borderline. Et l'hypnose n'est pas si simple à utiliser, en tout cas chez les hypnothérapeutes apprentis, avec les personnalités borderline. Alors, elle a quand même un intérêt majeur, c'est que qu'est-ce qu'on installe bien une place sûre quand on a une habitude de l'hypnose. Donc, gardez ça à l'esprit. J'avais parlé tout à l'heure de l'hypnose de l'acceptation, qui est une excellente méthode de stabilisation et de progrès. On peut aussi parler de la transanticipation, mais l'ethos y répond très bien avec la question miracle. Et l'imagerie mentale. Je voulais vous parler de plein de vignettes cliniques, mais je n'ai pas le temps, tant pis. Mais l'imagerie mentale, par exemple, je l'ai faite hier. J'ai une patiente qui est venue me voir. C'est une seule séance, je fais des fois du rapide. Elle a 60 ans, elle est adressée par une consoeur. Elle est allée voir cette consoeur qui fait de l'hypnose parce qu'elle a une phobie de la route. Bon, phobie de la route, alors c'est bien normal, elle a eu un accident il y a un an et demi, un trauma en frontal, et puis ça allait bien, et puis quelques mois après, hop, elle commence à ne plus pouvoir doubler sur les 4 voies, etc. Des choses très très classiques. Et puis, en l'interrogeant un peu, elle s'est aperçue, ma consoeur, que cette patiente avait vécu un trauma bien plus important au travail, d'une grande violence, avec, je fais simple, c'était beaucoup plus grave que ça, mais avec un gérant d'entreprise qui a mis à mal l'ensemble des employés, alors qu'il avait une gestion que pour 1 an, au point qu'il a été mis hors cadre par sa direction, on va dire, et qu'elle, pour la protéger, on l'avait mise en arrêt de travail. Elle a pris ça comme une sanction.
alors qu'elle faisait très très bien son travail. Et effectivement, la cible, alors dès qu'on abordait le truc, elle s'est mise à pleurer, et il y avait ce fameux gérant devant elle. Alors j'ai travaillé assez rapidement en EMDR avec elle, et si j'introduis ça, c'est pour la modification de l'imagerie mentale en hypnose. Il y avait quand même toujours ce bonhomme. Et des fois, il reste un petit peu. Il y avait encore un petit 3 là, qui était là. Et alors, on le fait changer, ce bonhomme. J'en parlais tout à l'heure à Alexandra. On lui a fait une sacrée calvitie. Puis on lui a fait pousser des espèces de moustaches baquantes un peu psychopathes. On a changé le décor, etc. Elle s'est mise à rigoler. C'était plus le même. C'était passé. Et ça, c'est quelque chose que j'utilise depuis assez peu. C'est Dominique Méglet qui m'a rappelé l'importance de ça. Et j'ai une jeune femme qui était très traumatisée par des agressions sexuelles. Ça s'était passé dans un garage. En repeignant le garage, en changeant la tête du gars, et en lui mettant une tête un peu ridicule, ça a mis à zéro l'émotion. Parce que c'est fini. Maintenant, elle ne peut plus voir le vrai. Elle voit le deuxième qu'on a mis en place, et il est tellement ridicule. Voilà. Et puis, un dernier petit mot sur l'hypnose idéodynamique, pour ceux qui connaissent. Une hypnose très respectueuse, c'est celle que nous a enseignée Ernest Rossi, et qu'à titre personnel, j'utilise beaucoup, mais je ne peux pas détailler là. Mais elle est très respectueuse, et c'est idéodynamique, on passe uniquement par le corps, et c'est la personne qui travaille. On est là dans un accompagnement extrêmement sécurisant pour les sujets. Voilà, je conclus là-dessus, et désolé Emmanuel. Merci beaucoup.